Sébastien McMahon est stratège en chef, économiste senior et vice-président allocation d'actifs et gestionnaire de portefeuille pour IA, Gestion mondiale d'actifs. Bonjour Sébastien. Hey, bonjour, comment ça va? Très bien, très bien. Les marchés aussi vont bien depuis 6 mois. C'est une bonne nouvelle qu'on peut communiquer à nos amis, à nos proches. Et puis, parlons-en un peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les marchés, depuis le début de l'année à peu près, là? Ben, ils ont monté, ils ont descendu, ils ont remonté. Bien sûr, il y avait beaucoup de risques avec tout ce que Donald Trump avait annoncé en cours de campagne. Puis, après son inauguration, ça a culminé au début du mois d'avril avec un recul assez important. Là, on était à un certain moment à moins 25% depuis le plus récent sommet sur le Nasdaq. On a touché moins 18% sur le S&P 500. Le TSX s'est quand même bien comporté à travers tout ça, là. On avait un recul d'environ 10-12% à certains moments. Mais là, maintenant, depuis le creux du début d'avril jusqu'à aujourd'hui. Là, on est au début du mois de juillet dans le moment. On a un rebond qui est assez spectaculaire. On est revenu au sommet historique. Le Nasdaq a rebondi de 30-35%. Puis là, dans tout ça, il y avait, ben oui, M. Trump a annoncé beaucoup de choses. Il a reculé, il a annoncé une pause pour 90 jours. Finalement, c'est un peu plus que 90 jours. Ça va nous amener jusqu'au début du mois d'août. Mais là, on sent, comme investisseur, je vous dirais qu'il y a raison d'être un peu inquiet de regarder, j'utilise pas ce mot-là à la légère, là, mais la complaisance des marchés actuellement, quand on voit des multiples aussi élevés, on voit un marché qui réagit à peu près pas aux nouvelles liées aux tarifs qui sont en train de sortir dans le moment. On peut se poser la question, est-ce que le marché est en train juste de dire, bah, il dit des choses puis il les fera pas parce que maintenant, il y a un réel risque. Je vous dirais que d'être prudent à travers les mois d'été avec une liquidité plus faible comme investisseur, généralement, ça s'est avéré prudent dans les dernières années, là. D'accord. Alors, cette belle grande loi qui finalement a passé le test, malgré tout, on n'y croyait pas, mais là, elle a été acceptée. Et les effets, c'est un peu sournois, hein? Je pense que c'est pas instantané. Non, c'est pas instantané. En 2026, il devrait avoir un léger support à l'économie qui va venir de tout ça. Le gros morceau de cette loi-là, c'était les coupures d'impôts qui avaient été mis en place en 2017, qui avaient été prévues expirer dans le moment, en 2025-2026, ils devraient expirer. Donc, on les a reconduits. Ça, c'est le plus gros morceau. Donc, ça coûte cher au gouvernement américain de faire tout ça. Mais en clair, ça donne rien de plus à l'économie de reconduire des coupures d'impôts qui étaient déjà là. Donc, ça vient pas nécessairement stimuler. Mais ce qui va stimuler l'année prochaine, c'est certaines lois spéciales, là, comme on va arrêter de mettre de percevoir de l'impôt sur les heures supplémentaires, ou certaines heures supplémentaires sur les pourboires des gens qui reçoivent des pourboires dans leur travail. Mais pour payer tout ça, on va couper aussi les services de santé. Donc, quand on regarde la distribution, les riches vont s'enrichir, les pauvres vont s'appauvrir. Ça va exacerber les inégalités sociales. Ça va avoir un impact qui sera pas là tout de suite. Ça devrait venir contrer un petit peu l'impact des tarifs au cours des prochaines années. Mais ultimement, tout ça, au point de vue économique, ça fait pas grand-chose, mais au point de vue fiscal, par contre, ça empire un problème d'endettement, une trajectoire d'endettement du gouvernement américain qui était déjà très inquiétante. Là, on la rend encore pire. On en parle justement avec plus de 30 milliards, peut-être maintenant 35 000 milliards. La dette américaine, elle est monstrueuse et c'était le point de discorde avec Elon Musk. C'est pour ça qu'il est parti de son bord en disant, moi, je veux bien être de droite, mais aussi de droite républicain, c'est-à-dire que je veux que les finances publiques soient en ordre. Et le fait que Trump, avec sa belle Beautiful Bill, il va creuser l'endettement, qu'est-ce que ça dit? Ben, ce que ça dit, c'est que on va probablement découvrir tous ensemble dans les prochaines années, mais peut-être que ça peut être plus vite que ça, on ne sait pas non plus. C'est quoi les limites du modèle américain en termes d'endettement? Donc, on sait qu'un pays émergent là, qui aurait des problèmes de dette qui est pas sous contrôle, avoir un déficit au compte courant, donc qui importe plus qu'il exporte, il y aurait des problèmes beaucoup plus rapidement qu'un pays développé. Mais on sait que les pays développés peuvent s'endetter beaucoup plus aussi. Le Japon est un bon exemple. La dette au PIB au Japon, c'est au-dessus de 200%. Mais les États-Unis, puisque s'il y a une chose qui ressemble à un taux d'intérêt sans risque sur la planète, puis tous ceux qui ont étudié en finance savent que le taux d'intérêt sans risque, c'est un peu la pierre d'assise des marchés financiers. Mais c'est quelque chose qui ressemble à ça, c'est les obligations américaines. Puis là, si on se retrouve dans un monde où la trajectoire de l'endettement américain n'est clairement pas soutenable, on en rajoute par-dessus avec cette loi-là, est-ce qu'il peut y avoir un accident fiscal
où est-ce que le marché obligataire, à un certain moment, dit, mais regarde, moi, j'ai besoin d'un taux d'intérêt plus élevé pour acheter des obligations américaines maintenant, donc les taux d'intérêt qui augmentent. Si les taux d'intérêt augmentent de façon rapide, ça peut avoir un effet négatif sur le marché Ouais. boursier, ça peut mettre de la pression sur Washington, qui aurait besoin d'avoir des ententes bilatérales. Dans un monde où Trump est président, est-ce que ça existe, des ententes bilatérales? On peut se poser la question. Donc, on s'en va dans ce film-là. Donc, est-ce que c'est une histoire de 2025, 2026, une histoire de 2030? On ne le sait pas, mais on est en train de faire nos devoirs pour essayer de comprendre très bien qu'est-ce que ça veut dire. Sébastien, on va faire le point sur le taux d'intérêt. Tu dis les taux d'intérêt qui augmentent, mais c'est le marché qui le décide, hein? C'est pas les nouvelles émissions. Si on voit, par exemple, la courbe des taux américains, des obligations du Trésor, ben on voit que les taux augmentent parce que la valeur marchande baisse. Et c'est donc qu'on accorde moins de crédibilité aux fameuses obligations américaines. Ouais, puis c'est les perspectives de croissance économique, les perspectives d'inflation, puis les perspectives envers la confiance qu'on a à long terme envers les institutions américaines, ces trois composantes-là. Puis là, ce que le marché obligataire nous dit dans le moment, c'est que tout ce que Trump est en train de faire là, c'est négatif pour la croissance à long terme. Donc, on voit que la composante croissance dans la croissance attendue dans les taux 10 ans, celle-là est à la baisse. Les attentes inflationnistes sont légèrement à la hausse. Puis l'autre morceau qui semble dominer dans le moment, c'est justement la fameuse prime à terme qu'on appelle, donc la confiance envers les institutions, la capacité de la Réserve fédérale à baisser son taux d'intérêt éventuellement pour aider l'économie. Mais tout ça aussi, c'est envers la quantité d'obligations qui devraient être mises sur le marché au cours des prochaines années pour venir financer le gouvernement américain. Donc tout ça mis ensemble pousse les taux d'intérêt à la hausse. Puis on n'a pas vu un mouvement si drastique que ça encore. Donc rien pour être inquiet, mais c'est quand même un terreau assez fertile pour des inquiétudes à venir, là. Nos clients nous posent souvent la question par rapport au dollar américain. Quelles peut être les incidences, justement, de voir cette diminution-là? Je regardais sur l'ensemble des devises, c'est peut-être une perte de valeur du dollar américain de 10 mais par rapport à l'Europe, ben, c'est plus de 13 là. Ça commence à être significatif. Donald Trump mentionnait souvent qu'il souhaitait que le dollar diminue, mais je crois qu'il y a quelque chose qui manque dans l'équation, là. Ouais, puis Donald Trump souhaite que le dollar américain soit plus faible, mais semble aussi vouloir conserver tous les côtés positifs qui viennent avec le fait d'être la réserve, la devise de réserve mondiale. Donc, un va pas nécessairement sans l'autre. Mais quand on regarde les graphiques, le dollar américain, oui, est dispendieux actuellement. Il a reculé d'environ 10% depuis le début de l'année. On peut se poser la question, il reste combien de baisse potentielle du dollar américain d'ici la fin de l'année? Donc, ça va dépendre de ce qui va se passer avec la politique commerciale. Est-ce que Donald Trump va vraiment mettre tout ça en place le 1er août, comme il est en train de le dire? On sent Donald Trump dans le moment qui se bombe le torse un petit peu plus. Il y a eu quelques victoires récentes avec sa loi, avec les ententes avec la Chine, Royaume-Uni, Vietnam. Donc, nous, on pense qu'il va y aller de l'avant au début du mois d'août. Ça devrait faire pousser le dollar américain à la baisse encore. C'est une des positions clés dans nos portefeuilles, dans notre portefeuille discrétionnaire, dans nos stratégies d'allocation d'actifs. Dollar américain plus faible versus le dollar canadien versus l'euro versus le yen. Plusieurs bonnes raisons d'être positif sur les devises étrangères versus le dollar américain. On pense que c'est une trajectoire qui pourrait durer encore pendant potentiellement encore quelques années aussi, ce dégonflement-là du dollar américain. Oui. Alors, si ça dure, il est temps peut-être d'avoir des mécanismes de protection pour ces investissements américains, comme faire de la couverture de change. Ouais, la couverture de change, c'est un morceau qui est important. Si on est un investisseur canadien, qu'on investit en Europe, ben l'euro s'est apprécié encore plus versus le dollar américain que le dollar canadien. Donc, il n'a pas besoin de faire de couverture envers les devises étrangères autres que le dollar américain. Donc, c'est soit fait des couvertures ou aussi, si on regarde le marché américain, qui dans le moment est très dispendieux encore une fois, c'est transige à 22 fois les profits attendus. Bien sûr, il y a des sets magnifiques qui viennent distorsionner là, le portrait, là, mais avoir une stratégie, ce qu'on a plus d'actions internationales puis d'actions canadiennes, moins d'actions américaines que ce qui aurait été la norme dans les 5-10 dernières années. Ça aussi, ça fait partie d'une stratégie qui est gagnante, là. Dan Janis de Agile, c'est un gestionnaire d'obligations de renommée mondiale. Il a longtemps travaillé pour la John Hancock qui appartient à Manuvie. Il est maintenant dans l'alignement des gestionnaires obligataires dans la famille IA. Et Dan Janis a augmenté sa composition d'obligations européennes. Il l'a amené à 30 %. Est-ce qu'il est le seul à faire ça ou ça s'imite un peu partout?
Vraiment, Dan Janis, c'est quelqu'un de très sympathique que j'apprends à connaître ces jours-ci, là. Donc, je le salue. Je pense pas qu'il va nous écouter parce que je pense pas qu'il parle français, mais salut quand même. Mais c'est un bon signal comme quoi il se passe de bonnes choses en Europe. Les plans d'investissement en infrastructure devraient être assez porteurs pour, dans le fond, l'Europe a besoin de se reconstruire après une longue période de manque de croissance de productivité. Les dépenses en défense aussi qui s'en viennent, ça va être une entrée d'argent très importante pour plusieurs entreprises. Donc, quand on regarde dans l'industrie, on voit que le marché des actions en Europe a très bien fait depuis le début d'année, mais maintenant, on commence à avoir des sorties d'argent, des prises de profit qui se prennent là. C'est normal qu'il y ait de la consolidation en cours de route, mais le signal de quelqu'un qui a autant de talent là, que Dan Janis, qui va vraiment s'investir fortement en Europe, je vous dirais que nous, on est d'accord avec ce signal-là, que aller voir à l'extérieur des États-Unis, ça va toujours prendre la technologie aux États-Unis, les Facebook, Meta maintenant plutôt, les Ouais. Apple de ce monde, les Amazon demeurent aux États-Unis, mais pour tout ce qui est autre que la technologie, allez vous promener un peu partout ailleurs dans le monde, vous allez trouver des belles opportunités. Oui, oui, il y en a plein de belles opportunités en dehors de la technologie. Je voyais que le matériel agricole est un secteur qui a tiré vers le haut le SP500. Et puis les technologies, le Nasdaq est peut-être à plus 7 depuis le début de l'année. Et puis on a plutôt des croissances de la croissance à 2 chiffres dans le matériel agricole. Est-ce que ça, c'est une anomalie ou juste un rebond parce que ça faisait longtemps que c'était boudé? Ben, c'est de la rotation dans les secteurs dans le moment. On voit le marché américain qui tient bon, mais on voit beaucoup de rotation de secteurs en dessous du capot. Il y a des secteurs qui avaient été laissés pour compte au cours des dernières années. Donc, il y en a cette rotation-là est relativement saine. Donc, d'avoir un bon portefeuille balancé, avoir de la gestion active dans vos portefeuilles avec des gestionnaires qui vont être capables de vous positionner dans les bons secteurs, les bons titres au bon moment, ben, c'est un environnement rêvé pour ça. Ma dernière question, Sébastien, concerne la visibilité en avril, en mai. On voyait peut-être à quelques jours devant soi, on pouvait pas savoir ce que le reste de l'année nous réserve. Maintenant, est-ce que ça se dissipe un peu, le brouillard, pour les prochains 6 mois et 12 mois? Ben, on a eu une accalmie dans les derniers 90 jours. Je vous dirais que tant aussi longtemps qu'on n'a pas passé la fameuse date du 1er août, je pense qu'on revient dans le brouillard. On vient avec de la politique improvisée. Donald Trump, hier, devant les caméras, il a lancé qu'il allait mettre un tarif de 50% sur les importations de cuivre. Donc, ça se peut qu'on ait encore des choses comme ça qui nous arrivent. Mais ça commence à s'éclaircir un petit peu quand on regarde devant. C'est dans le sens qu'on sait qu'on va avoir une croissance économique qui devrait être faible. On pense pas qu'on s'en va nécessairement en récession, mais une croissance faible en Amérique du Nord, en Europe aussi. En 2026, éventuellement, on pourrait avoir une réaccélération de l'économie mondiale quand elle va s'être ajustée plutôt à toute cette réalité-là. Donc, si c'est de la clarté, bon, ben, ça peut venir répondre à la question ici, mais je vous dirais que tant aussi longtemps qu'on a Donald Trump comme président, il faut s'attendre à avoir une bonne dose de brouillard. Ouais. Alors, dans les circonstances, diversification, penser un peu plus à l'international et puis avancer prudemment. Je pense que ça ressemble à ça, hein? Oui, exactement. C'est un bon résumé.